Merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent M. Jamil Bitar, porte-parole du M5 RP et président du pôle politique du consensus. M. Bitar, merci de cette énième comparution devant les Grands Jurys. C'est à moi de vous remercier. Avec moi pour vous interroger, Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Laya Diarra de Soir de Bamako. Monsieur Diarra, merci d'être là. Bonsoir, merci. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Grands Jurys. Monsieur Bitar, votre remarque sur la composition du jury? Je n'ai pas de remarques. D'accord. Abdraman, vous avez une attente particulière ce soir? Non, pas particulière, c'est toujours Bitar, c'est quand même le porte-parole, comme vous l'avez lu, du M5 RFP. Oui. Le M5 RFP continue de faire l'histoire politique de ce pays. Et sur chaque événement qui se déroule aujourd'hui, sa voix devrait normalement porter. Oui. Et je pense que sa voix est également attendue par l'ensemble des téléspectateurs et des auditeurs de cette boîte-là. Je pense que c'est sur ça qu'il est attendu par nous et ainsi que par tout le monde. Voilà, et nous espérons seulement qu'il va s'illustrer par le franc-parler qu'il faut pour qu'on tire l'utilité, toute l'utilité attendue de sa présence ici. Léa, quelles sont vos premières impressions déjà? Oui, bon, je me réjouis quand même d'avoir en face de moi un Bitar que je connais très bien. Président du pôle politique du consensus. Vous avez milité dans son parti? Non, pas du tout, je ne suis pas politique. Là, ça me rassure. Porte-parole du M5 RFP. Donc, mes attentes sont nombreuses autour de ce plateau. Je crois que nous nous portons comme porte-voix des Maliens, des millions de Maliens de l'intérieur et de l'extérieur qui attendent, qui s'interrogent sur l'actualité, sur les sujets dominants, surtout les questions que nous allons aborder, la carte biométrique, la situation au sein de ce mouvement, oui. Le référendum et la constitution. Ce sont des questions qui soulèvent des questionnements. Et je crois qu'en tant que proche du pouvoir, parce qu'aujourd'hui il est un conseiller occulte du Premier ministre, parce que porte-parole du M5, je crois qu'il a beaucoup de choses à dire pour édifier les Maliens sur ce qui est en train d'être fait sur toutes ces questions. Justement, M. Bitar, avant d'ouvrir le débat sur ces thématiques déjà annoncées par Laya et Abdraman, peut-être c'est un nouveau Bitar qui comparaît devant les grands jurys avec la barbe blanche. Bitar, vous souffrez d'une maladie méconnue du grand public comme celle que Édouard Philippe de la France, l'ancien Premier ministre français. C'est le mois de carême, c'est pas rasé. C'est le mois de carême et puis la barbe blanche c'est quand même la sagesse. Ça veut dire que vous avez en face de vous peut-être un Bitar plus sage que l'autre Bitar. En si peu de temps? Ça va vite, jeune frère. Sauf qu'il y a quelques mois seulement, la couleur de la barbe n'était pas celle qu'on a ce soir. Ça dépend justement de ce qu'on veut en faire. Le look, il se soigne. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le dernier jour du mois de Ramadan, si Dieu le veut. Et éventuellement, il y aura peut-être un autre visage dans les jours à venir. Donc vous êtes en train de nous rassurer qu'il ne s'agit pas d'une maladie. Dieu merci, tout le mois de carême, je l'ai passé en bonne santé et c'est une chance de vivre. Observant le jeûne. Oui, c'est une chance de vivre le Ramadan et que Dieu accepte nos prières et surtout qu'il nous pardonne. L'omniscient qui est pas comme les autres, qui accepte les pardons. D'accord. Et nous estimons qu'aujourd'hui, en tout cas, je me sens mieux que jamais. Ok. Laya, nous allons ouvrir les questions de généralité. Nous allons parler d'abord de la situation au sein de l'entité qui l'anime, le M5. Oui. Il est le porte-parole du comité stratégique du M5. Et de l'autre côté, il y a le M5 Malikoura, vos camarades d'hier. Vous étiez ensemble pour combattre l'ancien système,
vous avez cheminé ensemble jusqu'à un moment donné, et voilà le divorce pour des intérêts égoïstes, pour ne pas dire égocentriques. Parce que avant la rectification de la trajectoire de la transition, je crois que vous étiez en symbiose. Mais il a fallu que Choguel soit désigné Premier ministre pour qu'il y ait des clivages. Et l'autre clan crie à la trahison. Vous avez trahi pour le portefeuille de Premier ministre, et une partie du mouvement a suivi le Premier ministre. Que dites-vous sur ce procès que l'on vous fait? C'est des accusations gravissimes, parce que moi j'estime qu'il n'y a pas eu de trahison. Vous savez, le mouvement M5 est un mouvement hétéroclite. Les gens sont venus de différents horizons. Nous n'avons pas les mêmes formations politiques, nous n'avons pas les mêmes idéologies, nous n'avons pas certainement les mêmes façons de voir les choses. Et même dans les familles, ça existe. Moi, j'estime que chaque chose a son temps. Et je ne suis pas du principe de quitter pour quitter, et juste en cherchant d'accuser l'autre. Moi, j'estime que dans un système démocratique où les débats sont ouverts, où les débats sont permis, quand vous êtes dans une entité, il faut se battre, peut-être pour prendre soit le contrôle de la chose, ou éventuellement s'imposer par les idées. Il n'est pas dit que nous qui sommes dans ce groupe-là, nous ne sommes pas des suivistes. Moi, je m'inscris en faux. Choguel, c'est quand même un grand frère à moi, un grand frère à Abdraman. Nous avons tous fait l'Union soviétique. Et nous venons de très loin. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas des suivistes. Nous défendons, chacun de nous défend un idéal. Chacun de nous porte un projet. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a plusieurs présidentiables au niveau du M5. Ceux qui sont partis, ceux qui sont restés, mais qu'à cela ne tienne, moi je veux juste que les gens comprennent que, en tout cas, personnellement, je nourris encore de très bonnes relations avec ce qu'on appelle aujourd'hui le M5 Malikro. Et je suis quand même resté dans l'entité. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, je demandais à certains, j'ai dit, mais pourquoi avoir quitté le navire? Il faut se battre. Moi, je suis dedans aujourd'hui. Il y a beaucoup de divergences de points de vue que je défends qui ne sont pas de la majorité du comité stratégique ou du M5 RFP. J'ai un combat que je mène au sein de l'entité. Je veux juste faire comprendre comme quoi, quand il y a des idées défendues qui ne riment pas avec mes conduites, je les défends. Bitar, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'aucune raison objective ne justifie la création de M5 RFP Malikoura? Effectivement, c'est ça. Mais ce que je peux dire à ce niveau, Barou, il se défend d'être que vous n'êtes pas des moutons de Panurge. Mais le M5 Malikoura soutient la transition, mais sur certains principes. Alors que vous soutenez les yeux fermés. Vous ne dites quand ça va, vous dites que ça va. Quand ça ne va pas aussi, vous dites que ça va. C'est ça le problème entre vous. Vous avez dit au départ que vous me connaissez. Certainement, je vais m'inscrire peut-être en faux pour dire que vous ne me connaissez pas. Parce que moi, je ne suis pas un suiviste. Quand il dit vous, il ne s'agit pas de la personne de Bitar. Je veux qu'ils comprennent, parce que l'exception confirme toujours la règle. Je vous observe il y a 20 ans, sinon plus de 20 ans que je vous observe. Je vous dis franchement que pour moi, c'est même un faux débat. Ce débat, il ne mérite même plus d'être posé, parce que chacun a fait, en tout cas, le bilan de ce qui s'est passé entre-temps. Et aujourd'hui, il y a des regrets, parce que certainement, il valait mieux pour tout le monde d'être ensemble et de continuer à se battre. Nous ne suivons pas la transition. Moi, je ne suis pas, et je sais que dans le groupe, il y a beaucoup comme moi qui ne suivent pas la transition forcément. Nous ne soutenons pas les yeux fermés. Nous avions la latitude de dire ce que nous pensons réellement de la situation. Mais cette transition, je dis encore une fois de plus, est notre transition. On ne peut pas nous enlever la paternité,
Mais pour autant, la gestion de la transition, c'est autre chose. Allez-y, Abdraman. Oui, mais je suis un peu sidéré d'entendre que c'est pour des raisons fallacieuses que l'autre camp a quitté le navire, alors qu'ils mettent au devant quand même des motifs très graves comme une aliénation de leur identité par le Premier ministre actuel, qui n'avait de cesse partout où il passait de remettre en cause les acquis démocratiques, de remettre en cause le 26 mars, qui formait l'identité des compagnons avec lesquels ils ont obtenu ensemble le départ d'Ibeka. C'est ça le fond du problème en réalité. Comme vous l'avez dit, c'est quand même des missions hétéroclites, peut-être même si vous voulez, des alliances contre nature dès le départ contre Ibeka, des circonstances, pour tout juste faire tomber un homme, et que finalement, les vraies natures se sont heurtées à l'incompatibilité de des différentes tendances. Oui. Mais la question, c'est qu'il doit reconnaître aujourd'hui que le fond du problème, c'est une aliénation de l'identité. Pas parce que le premier, c'est comme l'a dit Laya a été porté à la tête du gouvernement, mais l'usage qu'il en a fait. C'est ça le fond du problème. D'accord. Est-ce que pour vous, l'usage que le Premier ministre a fait de la primature est compatible avec la vision du M5? Non, la vision des autres, de ses compagnons, de l'ensemble de ses compagnons. Vous savez, vous en tant qu'homme de consensus. Mais quand on parle du mouvement démocratique, il y a beaucoup dans le M5 qui n'étaient même pas nés encore. Il y a beaucoup dans le M5 qui ne partagent pas certainement ces mêmes valeurs que nos aînés. Moi, je dirais. C'est tout à fait normal, mais de là à les heurter, ça c'est quand même. Non, dans la vie, il y a certainement des réussites comme il y a des échecs. Il n'est pas dit que tout du mouvement démocratique était bien. Faisons le bilan des 30 ans de gestion. Nous allons comprendre aisément qu'il y a eu des réussites comme il y a eu des échecs. Donc, pour moi, au fait, nous ne pouvons pas identifier notre pays à ce moment. On ne parle pas de bilan et d'échec, on parle plutôt de nature, d'idéal, des choses qui sont beaucoup moins quantifiables que tout ça, mais qui sont quand même chères. Vous savez, c'est aujourd'hui, c'est ce qui nous met peut-être en porte-à-faux. Partout où nous passons, partout où nous voulons nous exprimer, certains pensent réellement que le mouvement démocratique, c'est leur bébé. Il faut continuer à l'entretenir, il faut rester... Je parlerai plutôt de conservateurs. Voilà. Mais la conservation, ce n'est pas forcément d'avoir... Monsieur le Président, ce n'est pas d'avoir vraiment un devoir de mémoire envers les gens qui sont morts pour cette cause-là. En réalité, c'est ça le problème. Parce que c'est la banalisation de ces gens-là qui heurtent vos compagnons de notre camp. Mais personne n'a banalisé le Premier ministre Choguel. Je ne le défends pas, mais c'est un humain. Lui-même, il a dépassé ou surpassé peut-être des moments très difficiles, et il ne peut pas ne pas reconnaître aujourd'hui qu'il y a eu des vies quand même que... victimes de la dictature de Moussa Traoré, il faut le dire clairement, en réalité, ceux qui ne voulaient pas... Vous savez, chacun a sa façon de voir les choses. Certains parleront de dictature, certains parleront... Et pour vous, c'est quoi? C'était pas une dictature? Moi, j'ai mon opinion par rapport à... Le régime UDPM. Vous pensez, aujourd'hui, on glorifie Modibo Keïta, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a une bonne frange de la population malienne qui n'était pas pour Modibo et qui pensait que le régime de Modibo était un régime tout le monde sait que c'était... Et il l'était, ça tout le monde, personne ne peut nier ça. Dictatorial. Même les gens qui le défendaient de Moussa Traoré. le savaient, mais ce n'était pas un régime... Il va peut-être répondre à la question aussi sanguinaire. Oui. Quand vous parlez de Moussa Traoré, nous avions suivi tout son procès aussi. Moi, je ne le défendrai jamais parce que j'ai été victime du système. Et raison de plus, malgré que j'étais parmi les meilleurs étudiants, je me suis retrouvé avec une bourse en Union soviétique, je devais aller à Bruxelles pour étudier. Donc on vous a posé la question. Non, c'est pour vous dire que je fais partie des victimes, entre autres, de ce régime. Mais qu'à cela ne tienne, la vie continue. Aujourd'hui,
pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'avenir de ce pays. C'est notre vécu aujourd'hui. C'est que nous vivons aujourd'hui. Oui, d'accord. C'est ça le plus important. D'accord, terminé, Vous dites Abdraman. que vous n'êtes pas suiviste de ce régime-là, et que vous ne le suivez pas à tue-tête et les yeux fermés. Est-ce que vous retrouvez dans la pratique, comme vous l'avez dit, d'aujourd'hui? Vous vous retrouvez dans ce que hier vous avez revendiqué contre Ibeka? Il y a du positif. Ce que vous avez revendiqué, je me rappelle, vous étiez même parfois, c'était même exorbitant, en demandant à ce que le chef de l'État lui-même, le président de la République, se retire de certaines fonctions, de certaines prérogatives régaliennes au profit du Premier ministre, tout ça là. Mais aujourd'hui, on voit qu'en réalité, le M5, qui est à la tête de la primature, est en train d'avaler beaucoup de couleuvres. C'est en train d'avaler beaucoup. Ce n'est plus la même chose que vous avez demandé, que vous obtenez aujourd'hui. Concrètement, oui. Si je vais dérouler, parce que je vais dérouler votre mémorandum ici, il en existe beaucoup ici. Et vous avez demandé que le Premier ministre forme son gouvernement entier. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez demandé à ce que le chef de l'État se retire de certaines fonctions, telles que les fonctions nationales et des fonctions même de nomination qui lui appartiennent. D'accord. Ce n'est pas aujourd'hui le cas. Donc, malgré tout ça, en quoi vous vous retrouvez dans la pratique aujourd'hui de ce que vous avez demandé hier contre l'ancien régime? Vous savez, c'est ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, quand vous regardez, j'ai dit il y a des réussites comme il y a eu des échecs. Il y a à parfaire. Mais ce qui est évident. Et quelles sont les réussites, quels sont les échecs? Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Vous savez, la gestion d'un pays, aujourd'hui, tout le monde dit le M5 est au pouvoir. Mais en réalité, faites une prospection par rapport à ce que nous vivons actuellement. Ça veut dire quoi? Le M5 n'est pas au pouvoir? Moi, je vous dis, regardez un peu l'ancien système et ce qui existe aujourd'hui. Certains l'ont décrié, certains l'ont dit, que rien n'a changé, effectivement, au niveau des administrations. C'est les mêmes personnes qui sont au même poste, qui continuent d'exercer dans les mêmes fonctions. Ça veut dire quelque part, moi j'ai dit, ma lutte n'était pas que Ibeka parte du système. Nous nous sommes battus pour que Ibeka et son régime partent en même temps. Parce que le système était défaillant. Maintenant, avec les mêmes personnes, on veut reprendre la même chose. Exemple, les mêmes personnes. Qui sont ces mêmes personnes-là? Mais dans l'administration, je ne vais pas indexer X ou Y, mais chacun de nous sait de quoi je parle aujourd'hui. Donc, moi, j'estime aujourd'hui que le renouveau de notre administration n'a pas été effectif. Mais qu'à cela ne tienne, je dis quelque part que le Premier ministre, il est interpellé. Parce que c'est le Premier ministre, normalement, qui est le chef de l'administration. On est clair dessus. Maintenant, dire qu'il ne fait pas de nomination, c'est une fuite en avant. Moi, je le dis. Et c'est pourquoi je dis que dans les débats... Mais M. à part les chargés de mission, les conseillers, quels sont ces grands directeurs que le Premier ministre a pu nommer, par exemple? Le Premier ministre n'a nommé aucun directeur, d'après lui-même. Il n'a nommé donc vous reconnaissez donc ailleurs, par ailleurs que on est à 1000 lieues de ce que vous avez réclamé, de vos exigences vis-à-vis d'Ibeka. Et vous continuez à avaler quand même les couleuvres. Mais qui l'avale? Avaler quoi? C'est le M5 qui est au pouvoir. Non. À la primature. Nous, on n'avale rien. Nous, au fait, vous avez un souci. Hein? Le souci, c'est quoi? Le souci majeur, c'est peut-être que vous ne suivez pas certainement nos activités, vous ne suivez pas nos débats, vous ne suivez pas autre chose. Oui. Mais ce qui est clair, nous l'avons posé à pas mal d'endroits. Nous l'avons toujours décrié, nous l'avons toujours dit. Et nous disons ce que nous pensons par rapport à la situation. Et vous avez fini par fini par vous résigner? Non. Parce que comment se résigner? Et ce débat, il est d'actualité. Et le Premier ministre, il a eu un passage à vide avec sa maladie. Mais ce qui est évident,
je pense que dans les jours à venir, on aura de vos nouvelles. Je pense. Allez-y. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a de la contradiction dans ce que vous dites. Oui. Vous êtes battu pour un changement. Vous avez dénoncé sous Ibeka la gouvernance, les pratiques. Et vous venez nous dire qu'aujourd'hui encore que ça n'a pas changé, mais malgré tout, vous soutenez. Le changement, c'est un processus. Le changement, il y a contraste, quoi. Personne n'a un bâton magique pour changer du jour au lendemain. Le changement, c'est un processus. Et ce processus est en marche. Maintenant, la rectification de la transition, c'était quoi? Le premier aspect de la lutte, c'était quoi? C'était l'insécurité. Parce qu'on n'avait plus de pays. Le pays était en train d'aller en lambeaux. Donc c'était le premier volet sur lequel tout le monde s'était focalisé. Maintenant, les autres aspects... Et vous avez une satisfaction par rapport à ça? Oui. Quoi? Parce que le Premier ministre récemment est allé à Gao, il n'a pas pu visiter certains coins. Hier encore, il y a eu un événement à Nara où le chef du cabinet du président de la transition a été fauché lors d'une mission. Un peu partout, il y a des attaques. Mais vous me surprenez. Les déplacements. Vous me surprenez. Écoutez, les déplacements massifs de population des zones infestées par les terroristes vers les zones urbaines continuent de se passer de la même façon. La libre circulation des personnes et des biens n'est pas aussi acquis comme sous Ibeka. Si vous prenez des singularités pour justifier tout ça, je pense que vous êtes hors sujet, parce que aux États-Unis, quand le World Center s'est effondré, vous allez parler de quoi? De cet événement-là. C'était une faille dans la sécurité américaine. Mais vous savez, et ils ont pris ça à bras le corps. Ils l'ont admis eux-mêmes. Vous savez, ils l'ont admis que c'était une faille. À longueur de journée, les gens meurent. À longueur de journée, les gens meurent. Mais aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que l'armée est mieux équipée? Non, mais pour quel résultat? Ce qu'on demande, personne ne conteste ça. Vous admettez aujourd'hui avec moi qu'il y a eu plus de recrutement, qu'il y a eu plus de formation des troupes. Et les résultats, les dividendes sécuritaires de ça. Mais ils sont palpants sur le terrain. Vous parlez à chaque fois qu'il y a un événement qui se présente, on oublie justement ce qu'on a eu de positif. D'accord. Voilà. Monsieur Bitar, beaucoup vous reprochent d'avoir déjà oublié les victimes du M5 RFP. Déjà, quel est l'état de l'avancement de la plainte qui... Vous savez dire. Le M5 RFP. Voilà. Quand on parle de vous, il s'agit du M5. Bon. Donc vous portez la parole. Parce que vous êtes le porte-parole, c'est vous qui incarnez le M5 ici. Non, mais moi, ce que je veux vous dire, vous savez, c'est souvent le tape à l'œil, ce n'est pas le plus important pour moi. Oui. Ce qui est important pour moi, c'est que ceux qui le disent ne sont au courant de rien. Ils le disent comme ça. Et mieux vaut questionner, mieux vaut demander aux victimes qui sont vivants. Je parle des vivants, je ne parle même pas des morts. Mais ce qui s'est passé en réalité, ce dossier-là, il évolue normalement. Et les victimes sont assistées, et bien assistées. Mais malheureusement, vous savez, dans notre pays, on cherche toujours des poux sur la tête de quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Mais à longueur de journée, les gens sont en train de mourir pour le Mali. Ce n'est pas pour oublier X ou Y. Les soldats qui tombent au front, ils sont pas maliens. C'est pas des victimes. Sauf que dans le cas il s'agit de la gestion d'une plainte quand même. Je viens. La plainte, elle suit son cours. Le temps de la justice n'est pas notre temps. Mais nous avions des avocats qui sont sur le dossier. Et le dossier, il est en train d'évoluer normalement. Nous attendons, et ce n'est pas que le seul dossier. Moi, je le dis, je suis plaignant par rapport également au CNT. Je suis signataire de la plainte. Moi, je n'ai pas retiré ma plainte, et je le dis à qui veut l'entendre. Et je trouve, jusqu'à l'heure où je vous parle, que le CNT, il est illégitime et illégal. Je le dis à qui veut l'entendre. Ce n'est pas une position que je partage avec certains. Mais ce qui est évident aujourd'hui, vous savez, quand vous êtes dans un groupe, quand vous êtes dans un pays où on parle de majorité, où on parle de minorité, où on parle de démocratie, mais
ce n'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on ne s'exprime pas. Ce n'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on ne cherche pas à défendre son idéal. Chacun a sa position par rapport à la question. Et je m'inscris. Et je dis à tous ceux qui disent aujourd'hui par voie de presse ou essaient de faire des fake news pour dire que les victimes de M5 sont... Je m'inscris en faux et je suis prêt à les affronter là où nous devons le faire. Et je pense que le M5 devrait même porter plainte contre X chez Touré pour régler définitivement. Pourquoi chez Touré? Le problème, c'est quoi? Le problème, parce qu'il s'agit d'une affaire... Parce que c'est sur les médias qu'on voit des trucs comme ça. Et sinon, je vais vous dire exactement ce qui a été fait pour les victimes. Non, au-delà de... Allez-y. Exactement, qu'est-ce qu'il a été fait? C'est pas que des gestes. Qu'est-ce qu'il a été fait? Le dossier, la justice, le dossier suit son cours. Des instructions sont en cours. Et qu'il plaise, si Dieu le veut, ce jugement sera rendu. Ça, c'est notre premier combat. Le deuxième combat, par rapport aux défunts. On ne peut pas gratifier des morts, c'est pas possible. Nous n'avons pas ces possibilités de les faire revenir avec du matériel en vie, mais une prise en charge a été faite. Et dans chaque famille de défunts, il y a eu un apport pour qu'au niveau de la famille, il y ait au moins, disons, une activité lucrative afin qu'ils puissent combler l'absence de défunt. Ça a été fait. Également, qu'est-ce qui a été fait pour ceux qui sont malades? Ils ont été répertoriés et au niveau des différents centres de soins, instruction a été donnée pour éventuellement toutes les prises en charge par rapport à ça. Maintenant, ceux qui devraient être évacués, là également, comment on appelle ça, des prises en charge ont été faites à ce niveau. Maintenant, c'est pas tout. Maintenant, le dossier d'indemnisation des victimes, là également, une loi a été initiée par rapport à cela. Et au-delà de cela également, aujourd'hui, il y a une étude qui a été commanditée. Il faut dire que la loi qui a été initiée, vous voulez insérer le cas de vos victimes dans cette loi-là. Cette loi d'indemnisation des victimes, c'est une loi globale qui doit succéder au CVGR, je sais pas. C'est justice, c'est justice que tout le monde... Vérité, justice et réconciliation. C'est la justice que toutes les victimes des événements, que ce soit de mars, d'avant-mars, etc., non, mais vos événements sont postérieurs à ce pourquoi cette commission-là a été mise en place. Non, c'est ce gouvernement qui a initié cette loi. D'accord. C'est ce gouvernement. Ils ont inclus. Maintenant, il y a une étude qui a été initiée afin de voir avec les victimes qui sont encore en vie, qu'est-ce que on peut trouver comme activité pour eux afin qu'ils puissent être financés. La carte financée pour avancer. Donc, c'est dire quelque part que je ne parle pas de donation parce que nous les faisons tous. Solidarité. Ça, c'est une solidarité. Et je ne suis même pas du principe que ceux qui font de la charité et soient filmés et que ça apparaisse au grand jour. Vous avez vu même récemment, je ne suis pas intervenu malgré que la donation a été faite dans ma cour. Je ne suis même pas intervenu, je ne voulais même pas être vu sur des images. C'est vous dire quelque part que chacun a sa façon de voir ces différents aspects. D'accord, allez-y. Bon, maintenant, passons sur le M5. Puis avant d'arriver à la question de la carte biométrique, je voudrais, il dit qu'il n'a pas retiré sa plainte contre l'organe législatif de la transition, le CNT. Et aujourd'hui, vous dites que vous maintenez votre la position plainte du M5, hein? Du M5. Oui. Vous maintenez votre position que le CNT est un organe illégitime et illégal. Mais est-ce que sur cette question, vous êtes en phase avec votre mentor qui est le Premier ministre? La plainte n'est pas seulement avec le mentor, avec la plainte n'est pas du M5. C'est quelques formations politiques à l'époque qui avaient signé. Je suis signataire de cette plainte
au nom du mouvement citoyen pour l'alternance, le travail et la transparence. Il faut que ce soit clair. Vous savez, quand les gens parlent juridiquement, le M5 n'avait pas de statut. Oui. C'est vous dire quelque part... Vous qui avez porté ça au nom de chacun... Parce que l'histoire, ce n'est pas en une journée. Chacun serait interpellé un jour ou l'autre par rapport à ce que nous avions posé comme acte. C'est clair. Et je le dis, moi je ne veux pas me le dire. Je l'ai fait avec conviction. Je ne l'ai pas fait parce que je devais suivre X ou Y. Et les temps étaient difficiles, les moments étaient difficiles. Mais je vous dis encore que moi, Jamil Bitar, je me bats au sein de ce mouvement pour faire valoir mes idées, mes idéaux, que je partage avec mon regroupement le plus souvent. Le regroupement qui est le pôle politique du consensus, parce que nous sommes une entité au sein du M5. Mais aujourd'hui, vous le savez mieux que tout le monde, l'histoire de la Constitution, nous avions donné clairement notre position. On va en revenir, mais déjà, le gouvernement, s'il vous plaît, le gouvernement vient de lancer la distribution même des premiers lots de cartes d'identité biométrique. Vous qui êtes opérateur économique déjà, est-ce que ces cartes répondent déjà aux normes de sécurité requises? Je ne l'ai pas touché encore. Oui, mais... Je suis allé sur le site, j'ai tapé mon nom. Oui. On a dit que la carte n'est pas disponible. Donc, ce que je voudrais dire... Est-ce que déjà vous êtes un homme amer pour n'avoir pas eu le marché de cette carte déjà? La confection de cette carte? Non, je ne suis pas amer parce que pour moi, le pays passe avant moi. J'ai dit sur ce même plateau que je n'avais jamais reçu de marché du régime IBK. Des récompenses? Non, du régime IBK. Les gens se sont manifestés à tort ou à raison. Mais ce qui est évident, si je devais juger moi aujourd'hui, personnellement, je pense que je ne serais pas dans ce débat aujourd'hui. Parce que ce que je gagnais du temps d'IBK, je ne le gagne pas aujourd'hui. Ah bon? Oui, c'est moi qui le dis. Et je le dis sur une caméra. Mais pour autant, je ne regrette pas. Parce que j'ai un idéal à défendre. Mais quand vous allez demander à certains, ils te diront, mais Bitar, le pouvoir, il en fait ce qu'il veut aujourd'hui. Moi, je ne suis pas de cette nature. J'aime ce pays qui m'a tout donné. J'aime ce pays que je défendrai corps et âme. Je le dis, ce n'est pas de la démagogie. Je suis prêt à donner mon sang. Je l'ai fait et je vais le refaire si besoin en est. Mais quand même, vous êtes le premier quand même à crier autour de l'attribution du marché de confection des cartes en tant qu'opérateur économique. Oui, aujourd'hui, je pense que c'est gravissime, c'est une tare en soi. Les appels d'offres, nous voulons plus de transparence dedans. Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu de transparence dans l'attribution du marché? Il va s'expliquer. Ah oui, pour moi, il n'y a pas eu de transparence. Expliquez-nous. Et je l'ai dit, parce que l'attribution de ce marché, je n'ai pas vu d'appel d'offres, je n'ai pas vu de consultation. Ça a été un gré à gré qui ne dit pas son nom. C'est pour des questions de souveraineté. Excusez-moi, l'impression ou la confection de cartes ne relève pas du secret d'État. Ce n'est comme l'achat des armes. C'est pas comme les armements. C'est pas comme des armes qu'on achète. Excusez-moi du terme, mais c'est ça pour moi. C'est le premier aspect. Oui. Moi, je n'ai jamais fait de carte d'identité. Le marché était avec Graphic Industries. M. Tomota, qui est un aîné que je respecte, malgré que nous soyons des concurrents. Mais ce qui est évident, même la dénonciation de ce contrat, de ce fameux contrat de carte d'identité, laisse à désirer. Parce que quelque part, moi je pense que malgré tout ce qui s'est raconté, tout ce qui s'est dit, j'ai eu un entretien, parce que nous sommes dans un club d'investisseurs ensemble, j'ai eu un entretien avec lui,
j'ai compris... L'adjudicateur du marché? Non, je parle de graphique industriel. Okay. Je dis quelque part que ça a été mal fait. Et qu'à cela ne tienne, la vie continue. Nous n'allons pas nous arrêter à si bon chemin. Maintenant, je souhaite vivement que ces cartes répondent à des normes. J'ai dit simplement à l'époque qu'on ne pouvait pas retirer nos cartes des mains des Français, aller les remettre aux mains des Allemands. Sous les Demba, c'est tous des peuls. C'est clair. Et nous avions non seulement les capacités, nous avions de la matière pour faire ces cartes localement sur place ici. Aujourd'hui, le rythme, dire que les cartes sont en train d'être distribuées. Oui, j'ai dit les premiers lots. Oui, les premiers lots. 500 déjà. Ils ont dit combien? 1,500 cartes disponibles. 1,5 million. Pour combien de restants? Bon, le rythme même de confection, on parle de 60 000 cartes jour. Je crois qu'à ce rythme, je crois que ça peut... 60 000 cartes jour. Un mois, ça va faire combien de cartes? Ouais, je n'ai pas fait le calcul. Mais faites le calcul. D'accord. Abdraman, une question. 1,8 million, il faut combien de mois pour finir avec ces cartes? Et un référendum qui devait être fait le mois de mars. Excusez-moi, ça c'est quand même une prouesse. Attendez. Excusez-moi, vous voulez me faire comprendre comme quoi ça c'est une prouesse. On doit les applaudir. Non, moi je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que je ne suis pas un suiviste. J'ai dit à tout le monde, je ne suis pas un suiviste. Donc il faut l'admettre. Il faut combien de mois maintenant pour que les 8 millions de Maliens malgré le changement. Malgré ce qu'ils ont annoncé déjà, ce qui a été annoncé déjà, même si nous partons dans ces chiffres-là, mais vous convenez avec moi qu'il faut combien de mois déjà pour que on finisse déjà l'établissement de ces cartes? La distribution, ça va prendre combien de temps? Pour un référendum qu'on devait faire le mois de mars. Excusez-moi. D'accord. Vous savez, ceux qui sont... Même ce procès-là, vous faites votre procès même. C'est votre procès parce que c'est vous qui êtes... C'est vous qui êtes le soutien de cette transition. Je ne suis pas un soutien. Moi, je suis la transition. Parce que je me suis battu pour qu'il y ait ce changement. Qu'il y ait un changement. Et je t'ai dit... mais vous devez admettre... Je vous ai dit que... Vous devez admettre je vous ai dit que le changement, c'est un processus. Non. C'est un processus. Non, si c'est un processus... Non, écoutez... Aujourd'hui, j'ai dit... Moi, par rapport aux cartes, j'ai fait des propositions d'amélioration. Écoutez, monsieur le Président... Et j'ai fait des propositions pour que nous puissions aller vite, pour que les cartes puissent être disponibles. On n'a pas besoin de prendre et d'attendre un mois pour qu'on... D'accord, Abdraman a justement une question là-dessus. Non, mais c'est clair. Oui, donc vous devez admettre quand même que vos attentes n'ont pas été comblées, ne serait-ce que dans ce domaine-là, par rapport au changement que vous avez souhaité. Oui, moi je ne suis pas... Excusez-moi. Vous parlez de processus. Vous parlez de processus. Le même argument valait pour le régime que vous avez combattu, que vous avez fait tomber. Ils auraient pu dire que eux aussi chez eux, c'était un processus, que ça allait arriver à terme. Et dans ce cas, s'il faut admettre que les choses sont des processus, il fallait attendre, au lieu de compromettre l'ordre constitutionnel dans des aventures comme des coups d'État et autres, attendre le terme du mandat pour changer les choses. Non. Parce que si on va admettre, avaler la couleuvre comme quoi les choses sont des processus... Vous n'êtes pas... On n'est pas sur la même longueur d'onde, je vais vous dire clairement. Oui, allez-y. Moi, je dis l'histoire des cartes en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais sa gestion laisse à désirer. Et cette gestion aujourd'hui... Pour une gestion qu'on a combattu un ancien régime, ce n'est pas possible. Mais je pense aujourd'hui que cette gestion, elle est à améliorer. Et le plus rapidement que possible si nous voulons aller aux élections. Donc, vous êtes interpellé, moi je suis interpellé, tout le monde est interpellé. Maintenant, il faut qu'on se batte pour que effectivement les choses s'améliorent. Et c'est ça le plus important. Non, au contraire, vous avez toujours été adepte d'une transition à durée indéterminée. Vous avez toujours été adepte d'une transition qui prend tout le temps qu'il faut. Donc vous ne pouvez pas nous parler d'organiser des élections. Je suis désolé de vous interrompre. Moi, j'étais
je vais dire, l'un des premiers a annoncé que cette transition devait prendre 5 ans. Voilà. Je n'ai pas dit à durée indéterminée. 5 ans pour une transition, ça c'est un mandat électif. Mais là, il a quand même précisé. Abdraman, c'est une précision. Ouais. J'étais le porte-parole peut-être de tous ceux qui avaient ambitionné que cette transition atteigne les 5 ans. Nous avions dit en 5 ans, ça pouvait aller. Mais je fais un petit rappel. J'ai mon livre, Mon regard sur le Mali, je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui, j'ai le livre. Et avant la chute, avant la chute du régime Ibeka, avant même les élections de 2018, j'avais demandé à ceux qu'il n'y ait pas d'élection que le peuple malien accepte une transition avec Ibeka, avec un plein mandat. Et la durée de cette transition, vous allez voir dans le livre. Comment le peuple va l'accepter? Le peuple l'accepte toujours en exprimant par les urnes. 5 ans. Et que Ibeka n'avait plus l'attitude de se représenter et que les pouvoirs devaient être, comme vous l'avez si bien dit, nous avions parlé d'amoindrir peut-être les charges du président de la République. Ouais, la réduction du train de vie de l'État. Il y avait beaucoup de choses. Non, les prérogatives surtout. Les prérogatives. Donc, c'est vous dire quelque part que moi, je ne suis pas pour une transition bâclée aujourd'hui. Parce qu'une transition bâclée, nous serons ramenés à la case de départ. Il y aura encore un autre coup d'État. Je ne le souhaite pas. Ouais. Et aujourd'hui, j'estime que nous devons tout mettre en œuvre pour que cette transition réussisse. Et pour que cette transition réussisse, ce n'est pas en caressant le pouvoir, ce n'est pas en faisant des injures, c'est en faisant des propositions qui soient prises en charge. Et ces propositions, nous sommes aujourd'hui à l'avant-garde, nous sommes force de proposition. Nous faisons des propositions afin que le pouvoir se rende compte qu'il y a lieu et place de changement pour tel ou tel aspect de la gestion. C'est ça le plus important. S'agissant de la Bita, s'il vous plaît, est-ce que ces changements passent aussi par l'adoption d'une nouvelle constitution au Mali, par exemple? Si oui, on a l'impression que les M5 traînent les pieds dans la vulgarisation même de ce projet de nouvelle constitution. Je le dis, je le répète, ma position avait été quoi au départ? Pas vous seulement, hein, il s'agit du M5. Je parle de mon regroupement. Si je dis aussi moi, il y a beaucoup de formations politiques, des associations qui sont derrière. Nous, notre position, c'était quoi? Nous avions dit depuis la chute d'Ibeka qu'il fallait dissoudre la Constitution. Actuelle. De 92. La nouvelle Constitution. Oui. Est-ce que vous parlez de cette nouvelle Constitution? Vous savez, on est rattrapé. Pourquoi on ne vous sent pas dans la vulgarisation? On est rattrapé, je ne me vois pas dans ce on-là, mais aujourd'hui, comme c'est une question de majorité, on est rattrapé. Parce que tous ces débats qui se posent aujourd'hui, parce qu'on a une transition avec une constitution, l'ancienne constitution, et avec une charte de la constitution. À l'époque, si vous vous souvenez, j'ai dit que c'était un serpent à deux têtes. Le problème se situe à un certain niveau. J'avais dit à l'époque, ce dont nous avions besoin dans l'ancienne constitution, qu'on le fasse reverser dans la charte pour mieux gérer avec la charte et préparer la nouvelle constitution. Mais malheureusement, on a voulu faire... Cela comporte quand même des risques pour les gens qui ont agi. Ça comporte des risques pour les gens qui ont agi. Si vous dissolvez la constitution telle que vous le dites, avec quels organes vous allez quand même accorder des lois d'amnistie à ceux qui ne veulent pas que demain ils soient rattrapés par les dispositions de la Constitution qui disent que le coup d'État est un crime imprescriptible. Oui, mais si on dissout la Constitution... si vous dissolvez, mais ça reste là-dedans. Oui, mais ça reste là-dedans. Ça reste quand même. Mais maintenant... Ça reste toujours l'acte. Maintenant, l'acte est là ou il n'est pas là? Non, ils ont déjà une loi d'amnistie. L'ironie de ça, on va aussi parler. Vous savez, s'il vous plaît, le constat. Vous savez, moi j'ai dit, quand on veut faire quelque chose, on le fait bien. On ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Ça,
Ça, c'est ma conception de la vie, c'est comme ça que je pense. Oui, mais Bitar, on a un constat aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, moi je dis, le constat, il est très simple. Ce constat est que le M5... quand on parle aujourd'hui du mouvement démocratique, j'étais le premier à sortir pour demander la dissolution de toutes les formations politiques. Ce n'est pas Choguel, c'est moi. C'est moi qui l'ai dit. Venant d'un démocrate, c'est quand même paradoxal. On imagine pourquoi. C'est parce que vous n'avez pas un parti de la taille de la démarche. Si vous aviez peut-être une partie de la taille du RPM, vous n'allez pas réfléchir. Tout le monde a été adément. Vous n'allez pas réfléchir. À un moment de l'histoire, tout le monde était adément, tout le monde était cynique, tout le monde était ceci, cela. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez, aujourd'hui, moi je pense que ce qui est important pour les Maliens aujourd'hui, c'est que nous arrivons à faire notre mea culpa, comprendre qu'on a échoué à certains endroits et que nous devons rectifier ensemble. Ce n'est pas dans les accusations, ce n'est pas dans les injures qu'on trouvera les solutions. Oui. Mais pour moi, les solutions... Oui, le constat, il y a un constat, c'est que le M5 aujourd'hui, aux abonnés absents dans la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution, qu'est-ce qui explique cette... absence, ce manque d'entrain dans le débat, non, de la vulgarisation. Manque d'enthousiasme. Non. Vous savez, en politique, chacun a sa vision, chacun a sa façon de voir les choses. La Constitution aujourd'hui est pilotée par le président de la transition, qui a mis, comment dirais-je, sa stratégie en place. Oui. La stratégie ne vient pas de nous, et le gouvernement est en mission. Maintenant, nous qui sommes, je ne dirais pas de la majorité, nous qui sommes des citoyens, chacun a sa lecture. C'est pourquoi je dis que pour moi, aujourd'hui, le débat, il ne s'impose plus. Nous avions un projet de constitution qui va être mis en référendum. Voter oui ou non, chacun a sa position. Ce n'est pas une histoire de formation politique, c'est une question de compréhension. C'est la loi fondamentale du pays qui est mise en jeu. Il s'agit de la vulgarisation. Avant le oui ou le non, il faudrait que le contenu soit connu du grand public. Vous pensez que tout le monde, même dans la famille, vous allez trouver que certains sont pour et certains sont contre. Vulgariser quoi? Le contenu? Non. Nous avons fini. Moi, personnellement, avec mon regroupement, nous avions décidé de voter oui. Parce que pour nous, la Constitution, ce n'est pas le Coran. Et demain, si nous venons aux affaires et que nous souhaitons apporter des modifications au sein de la nouvelle constitution qui est en cours, nous allons interroger encore réinterroger le peuple malien par rapport à la question. Oui, maintenant, en parlant de la carte biométrique, il y a là aussi une couleuvre que vous avez avalée, parce que vous êtes de ceux qui ont demandé quand même le retrait du Mali de la CEDEAO, alors que sur la carte, il est écrit carte qui vaut pour la CEDEAO. Donc, c'est pas une couleuvre. Moi, je suis un Malien libre d'esprit et d'expression. Demander le retrait de la CEDEAO, c'est pas trop demandé? C'est pas trop demandé. Vous avez réfléchi aux conséquences? Excusez-moi. Pour votre peuple, pour les Maliens qui voyagent? Excusez-moi. Cette CEDEAO, elle n'a pas sa raison d'être aujourd'hui. Elle est devenue la CEDEAO peut-être des chefs d'État, elle n'est plus la CEDEAO des peuples. Vous pouvez me parler de la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO UEMOA? Non. Il y a eu des restrictions à tous les niveaux. Le fameux embargo dont il était question au Mali, c'est le peuple malien qui a été sanctionné. Ce n'est pas les dirigeants du Mali qui ont été sanctionnés. Moi, je dis quelque part, il faut faire extrêmement attention. Même économiquement parlant, aujourd'hui, nous ne tirons rien de la CEDEAO. Pourquoi je le dis? Je suis quand même ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Je maîtrise l'économie de la sous-région. Je sais de quoi je parle. En chiffres, quand vous regardez en nombre, vous allez me dire c'est un grand marché potentiel. Absolument. Mais nous vendons quoi chez les autres? Nous ne vendons rien. Le Nigeria, c'est le géant qui nous déverse ses produits. La Côte d'Ivoire,
nous déverse ce produit. Vous savez, en termes d'échange, le ministre ivoirien, ou c'était le chef de la délégation ivoirienne, a dit qu'en termes d'échange, le Mali était quand même le premier en chiffres en Côte d'Ivoire. Mais nous, en réalité, tout ce que nous exportons, ça ne va pas dans ces pays, ça part ailleurs. D'accord. Donc, quelque part, nous ne tirons pas bénéfice. Et nous sommes pas privilégiés par rapport à cet espace parce que nous n'avons pas de port. D'accord. Et quand vous n'avez pas de port, et avec l'uniformisation aujourd'hui des taxes, vous voyez, avant, les Burkinabés, d'autres pays venaient acheter sur le marché malien, mais maintenant, c'est nous qui partons vers eux pour acheter des produits. D'accord. Chose qui était impensable. Pour la dernière question de l'émission, en tout cas, je le maintiens. En tout cas, le jour où j'aurai la possibilité, si Dieu le veut, de diriger ce pays, l'une de mes actions à poser, je vais demander notre retrait de la CEDEAO. Mais déjà sur ta carte biométrique, il y a la mention CEDEAO. Mais la carte biométrique, c'est pas. Au fait, c'est pas ma carte. C'est la carte. C'est pas ça. La carte nationale du Mali. Écoutez. Je ne suis pas aux affaires, malheureusement. Il faut pas m'étiqueter pour dire que c'est. Ceux qui ont pris cette décision, je ne sais pas là. Quand on prenait vous êtes un soutien, parce que vous l'avez dit, une de vos je ne suis pas un soutien, je suis la transition. Vous soutenez la transition, bien que vous ne soyez pas directement impliqué dans les affaires. Sauf que c'est pas lui qui décide de quelle mention doit être portée sur la carte. Mais moi, je ne marche pas pour la transition. Oui, allez-y. Et je ne suis pas non plus, comment on appelle ça, je ne fais pas partie des adulés de la transition. J'ai ma parole. J'ai cette liberté d'expression. Les gens peuvent interpréter comme ils le veulent. D'accord. Et j'ai dit, je ne suis ni demandeur ni preneur. Même l'invité. Moi, je pense que c'est au nom quand même de la CEDEAO que nous avons 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas la CEDEAO, pour quelle raison ils vont accueillir 3 millions de Maliens chez eux? Bon. Vous ne connaissez pas l'histoire. Ouais, bon, je dis quand même, excusez-moi. Ils peuvent quand même ne pas les accepter. Bien avant la CEDEAO, les Maliens, mais ils auraient pu. Cet échange entre pays. Ouais. Moi, je vais vous dire. Ça va peut-être te surprendre. C'est ce qui a été formalisé. Ça va te surprendre. Ce sont ces échanges-là qui ont été formalisés dans le cadre de la CEDEAO. Ma sœur est née à Séguéla, en Côte d'Ivoire. Ouais. Mes parents résidaient en Côte d'Ivoire. À un moment. Ouais, d'accord. Mais pour te dire, ça. En tout cas, les peuples sont souverains quand même. Ça ne justifie rien. Ils sont souverains, non? Les Ivoiriens sont souverains. Mais même si ça avance là, ils étaient là-bas. Quand les Ivoiriens ont inséré la carte de séjour en Côte d'Ivoire, vous étiez où? Oui, j'étais là. J'ai suivi. Et c'était à cause de qui? Les Maliens? J'ai suivi. Ouais. C'était pour renvoyer les Maliens? Abdraman, posez la question. Ma dernière question va porter sur ce qu'il vient de dire lui-même. Il vient de dire qu'il est ancien président de la Chambre de commerce et ça vous concerne au plus près. C'est la vie chère au Mali ici. De plus en plus, certains sont même en train d'être incarcérés pour avoir ébruité l'ampleur de la vie chère. Selon vous, qu'est-ce qui explique que les consommateurs maliens continuent encore à sentir la cherté de la vie malgré les dispositions, malgré les mesures qu'au plus haut niveau on prend pour l'alléger? Merci pour cette très bonne question parce que je pense aujourd'hui que la vie n'est pas chère qu'au Mali. Ah bon? Nos problèmes... la vie n'est pas chère qu'au Mali. Oui, on ne parle pas qu'ailleurs, on parle du Mali. Mais laissez-moi vous répondre parce que c'est un sujet quand même qui est très important pour les Maliens aujourd'hui. Je vais vous dire ceci. Un peuple qui ne produit pas, c'est un peuple qui tend vers la mendicité. Aujourd'hui, ce que nous refusons aux Européens, c'est ce qui se passe entre nous-mêmes aujourd'hui. Il n'y a que le travail qui serait la solution de nous sortir de cette vie chère. Les Maliens aujourd'hui, je pense que au lieu de passer à des distributions de céréales, à des distributions de sucre, etc.,
c'est pas ça qui va résoudre le problème. Le problème, c'est des questions de choix économiques. Et c'est pourquoi j'ai dit, les régimes successifs, nous avons fait des mauvais choix. Il faut aujourd'hui que ce débat se pose réellement. Il faut faire des choix économiques qui vont nous permettre certainement de ne plus avoir ce cycle infernal de vie chère, de mois de carême, etc., etc. Faire appel à la solidarité, c'est une bonne chose. Vous savez, quand l'Occident nous tend la main avec des céréales, avec des dons, etc., etc., bon, on le prend. Mais aujourd'hui, nous disons non, qu'on n'a pas besoin de ça. Mais aujourd'hui, entre nous-mêmes, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, les mesures que le gouvernement met en place, ce n'est pas du nouveau. Tous les ans, nous vivons la même chose. Mais est-ce que nous devons continuer dans cela? Non. Aujourd'hui, les Maliens ont besoin de perspectives. Et ces perspectives, c'est de pouvoir donner l'opportunité aux uns aux autres de travailler, de produire. Pour que nous ne soyons plus cette nation Sauf que malheureusement, non, mais il faut pas jouer un peu là. Le problème, c'est que vous avez été qu'un président de cette institution, qui est au cœur de ces questions-là qu'on vient de soulever. Mais c'est pas... Vous étiez au cœur. Vous étiez au cœur de ces questions. Vous voulez parler de quoi? Vous voulez quand même que... Vous savez quand même que le pouvoir d'achat du Malien, c'est considérablement, drastiquement abaissé ces derniers temps. Non. Si, ces derniers temps. De la même manière, les salaires ont augmenté. Les salaires ont augmenté, mais les prix ont pris l'ascenseur, tel qu'on ne sent pas l'augmentation. Mais vous ne me suivez pas. Ça? Vous êtes focalisé sur quelque chose. C'est ça que je veux que vous m'expliquiez, ce mécanisme-là. Je veux que vous compreniez. Le mécanisme, c'est quoi? En si peu de temps. Parce que quand toi, tu ne produis pas, tu importes. Écoutez, il y a moins d'une dizaine d'années, moi je me rappelle, le sac de sucre coûtait 15 000 francs. 15 000, oui. Aujourd'hui, c'est parti en 10 ans du simple au double. C'est ce que tu consommes. Qu'est-ce qui explique ça? Abdelrahman, il y a quand même des facteurs. Ce sucre que tu consommes, il vient d'où? Oui, mais les facteurs, dites-le. Il vient d'où? Même hier aussi, ça venait d'ailleurs. Oui. Ça venait pas d'ici hier aussi. Oui, mais c'était la même chose. Mais excuse-moi, quand eux, ils augmentent les prix, toi, tu peux pas faire autre chose. Quand à l'achat déjà, le commerçant il achète à un prix supérieur, il est obligé de mettre les taxes et de mettre son bénéfice dessus pour le revendre. Et les exonérations qu'on est d'accord parfois. Mais les exonérations, il faut qu'on en parle. Et moi, je veux même que ce soit audité. Je veux que ce soit audité. D'accord. Que le peuple malien sache exactement qu'est-ce qui se passe. Il ne suffit pas de dire on a donné des exos à X ou à Y. Mais contre quoi? Souvent, on a l'impression que le privé, nous sommes que des bandits réunis. Des monstres. Des monstres à vouloir justement sucer le sang des gens. Excusez-moi du terme. C'est pourquoi je dis c'est un débat important qu'il faudrait aujourd'hui mettre sur la table. D'accord. Et mettre sur la table là, tant que nous continuerons à avoir une balance commerciale comme ça, ce qui est sûr, vous allez continuer à subir, nous allons continuer à subir la vie chère. Et cette vie chère-là, ce n'est pas pour demain matin, ce n'est pas pour après-demain. Il faut travailler pour amoindrir, pour améliorer le pouvoir d'achat, comme tu le dis. Si tout le monde arrivait à produire quelque chose, à travailler, je pense que ce que nous voyons aujourd'hui, regardez, vous partez sur les réseaux sociaux, excusez-moi le terme, pour terminer, vous voyez quoi aujourd'hui? On parle de solidarité. Non, on ne parle pas de... Moi, je ne parlerai pas de solidarité. Je parlerai de mettre de la poudre dans les yeux des Maliens. Avec des donations qui ne disent pas leur nom, dont les sources sont ignorées du peuple. On peut continuer, mais
à longueur de journée, toi tu en fais, moi j'en fais, eux ils en font. Tout le monde, par solidarité, quand vous avez un voisin qui est en difficulté ou que vous avez quelqu'un qui est en difficulté, vous venez. Ça c'est naturel chez nous. Mais aujourd'hui, la politique malienne est axée sur ça. Malheureusement, on ne peut pas faire développer un pays avec ça. Un pays, c'est produire, c'est produire plus pour partager plus. C'est ça le plus important. Nous sommes malheureusement en termes de débat pour le compte de cette audience. Le jury va à présent se retirer pour procéder à la délibération. Draman. Bon, j'ai écouté, il faut reconnaître que il a lui-même dit, en parlant de sa barbe, qu'il s'est assagi. Et je pense que cela est perceptible dans ses développements ici, dans sa façon d'aborder les questions. Cette sagesse, je le sens un peu, il a pris un peu de hauteur. Mais ce que je ne comprends pas, c'est surtout la posture qui consiste à accepter quelque chose dont on n'est pas convaincu. Je vois en écoutant, j'ai constaté en écoutant le président Bitar qu'il y a beaucoup de choses avec lesquelles il n'est pas d'accord, qu'il a beaucoup d'insatisfaction et que ses attentes globalement n'ont pas été comblées avec cette transition. Mais il se comporte comme si il en est l'otage. Et il est obligé, à cause de ses engagements de départ, à suivre, à ne pas dénoncer comme cela se doit, ou bien du moins à dénoncer avec des pincettes, en caressant en même temps. Et je pense que vraiment, compte tenu de tous ces aspects-là, en attendant que vraiment il se ressource davantage pour s'illustrer avec beaucoup plus d'entre-gens dans les approches et beaucoup plus de courage dans les approches, qu'on peut le mettre en sursis. Laya. Bon, j'aborde dans le même sens qu'Abdraman, comme il l'a dit, avec les barbes, c'est vraiment assagi, quoi. Il a plus de hauteur dans ses déclarations. Et je vois aussi c'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'il n'est pas, que ses attentes ne sont pas comblées, il suit le processus parce que c'est un engagement qu'il a pris et voilà. La loyauté à tout prix. La loyauté à tout prix. Bon, pour tout ça, là, moi je crois que c'est une question de fidélité. Et il s'est défendu, il a défendu sa conviction. Et je crois que pour toutes ces raisons, je crois qu'il y a lieu de l'acquitter. Pour reprendre l'expression de Eladji Chana Takiou, comment condamner un accusé qui a pris de la hauteur? Comment condamner un accusé c'est ça que vous avez retenu, qui est loyal, au bénéfice donc de toutes ces remarques? Il me plaît, monsieur l'accusé, de vous libérer purement et simplement des liens de l'accusation. Par conséquent, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Le dernier mot, c'est que je souhaite vivement que Dieu nous donne la force de pouvoir mener à bon port cette transition. Parce que, quoi que l'on dise, notre bien commun, c'est le Mali. Et ce Mali, je pense que nous sommes tous interpellés. Ce n'est pas en accusation, ce n'est pas en accusant qu'on pourrait régler les choses. Chacun de nous doit être une force de proposition. Je ne suis pas du principe de la chaise vide. Je suis du principe de me battre à l'intérieur comme je peux. Et je pense que mes propositions sont souvent prises en compte. Peut-être que vous ne me suivez pas souvent, mais les gens ont même dit un moment que est-ce que Bitar avait basculé dans l'opposition? Je ne suis pas un opposant et je ne serai jamais un opposant. Moi, je le dis parfaitement. Encore s'il y en avait, puisqu'il n'y a pas d'opposition. Sur la transition, quand même, il n'y a pas d'opposition, non? Si, donc, c'est vous dire quelque part aujourd'hui qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup reste à faire. Il faut que les gens soient courageux. Il faut que nous prenions de la hauteur tous ensemble pour que chacun de nous puisse apporter quelque chose. D'accord.
C'est donc tout pour ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité le président du pôle politique du consensus, également porte-parole du M5 RFP. Nous recevions M. Jamil Bitar. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la région de Sam. Au revoir.